Moi, je les trouve jeunes, les enfants que tu mets au travail à 16 ans. J'ai pas le discours de dire que tout le monde doit aller en apprentissage. Il y a le 50% des jeunes qui vont au gymnase ou en école culture générale, ils se retrouvent en apprentissage ensuite. Donc ça veut dire que, est-ce que c'est un manque d'information, c'est un manque de maturité, est-ce que c'est une influence des parents qui disent va au gymnase plutôt que d'aller en apprentissage, est-ce que c'est tout d'un coup un ras-le-bol du jeune aussi? On se rend pas compte en fait Pesant. et puis la verticalité d'autorité qu'est l'école en fait. Parce que l'école, il y a 20 petits soldats dans une classe et puis il y a un ou une capitaine. Et puis pour arriver à la capitaine, en fait, il y a 10 ans d'études. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'en fait, quand on fait un apprentissage, finalement, notre maître d'apprentissage, notre responsable, notre collègue, il y a souvent pas grand-chose qui nous sépare de lui. Et ça, c'est stimulant pour un jeune. Et quel est le meilleur type de contenu pour rendre une entreprise plus attractive sur les réseaux auprès des jeunes, que ce soit pour faire un apprentissage ou rejoindre une entreprise quand t'es encore tout jeune, moins de 25 ans? C'est l'humain, et c'est incarner les personnes qui sont dans l'entreprise, c'est les faire parler, leur faire dire pourquoi elles sont là, pourquoi c'est chouette de bosser ici, pourquoi elles ont choisi ce métier, pourquoi elles pensent que ce métier a de l'avenir. C'est de créer du lien émotionnel en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une grosse opportunité à faire entre l'humain et le digital en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'amener de l'authenticité et puis de l'impact. Mais par contre, oui, ça va passer par sortir de sa zone de confort. Et c'est quoi les contenus qui marchent le mieux, par exemple? Les contenus qui vont bien marcher sur Instagram ne vont pas forcément marcher sur TikTok, à l'inverse. Instagram, on va beaucoup plus chercher à suivre un mood, et on va plus avoir ce côté communautaire. Voilà, je vais faire partie d'une communauté, je vais suivre cette personne-là. Sur TikTok, il y a peut-être plus une volonté de consommation, de scrolling, mais de scrolling aléatoire, ou en tout cas lié à l'algorithme. Parce qu'on voit qu'en termes de performance et puis d'addiction, ou en tout cas d'attractivité, ça a des vrais résultats. Bienvenue sur Romande Insight, le podcast qui vous invite à découvrir les parcours de celles et ceux qui osent et qui inspirent en Suisse romande. On parle de business, de cheminement professionnel et d'équilibre de vie avec des personnalités qui façonnent notre région. Nous, c'est l'équipe de Qual Insight, un institut d'études de marché basé à Lausanne. On vous propose un moment dynamique, sincère et toujours proche des réalités du terrain. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans Romande Insight. Bonjour Lucien. Salut Esther. Très heureuse de te recevoir aujourd'hui dans le podcast. On va parler ensemble aujourd'hui d'attractivité. Attractivité de quoi? Des filières de formation en Suisse romande, attractivité aussi des employeurs, notamment en Suisse romande. Tu vas nous parler de comment on peut toucher, atteindre les jeunes aujourd'hui. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup puisque j'ai 2 enfants qui sont particulièrement concernés, vu qu'ils ont 16 et 18 ans. Donc, je viens de traverser aussi cette période-là de la fin de l'école obligatoire. Je trouve ça assez stimulant et challenging en tant que parent. Peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas, Lucien, en quelques mots, je vais te demander tout simplement de te présenter. Alors, je m'appelle Lucien Mellan, je suis entrepreneur vaudois, j'ai 33 ans, je suis bientôt papa pour la première fois. J'ai une entreprise qui s'appelle Spurring, une agence de communication que j'ai cofondée en 2017 avec 2 associés. On est spécialisé dans le branding, design graphique, implémentation des marques, d'entreprises, de PME, de fondations, d'associations sur les réseaux sociaux. On fait aussi de l'événementiel. Je suis passionné d'événementiel. J'ai créé avec ma femme un petit festival Tout à fait, Podel, du 1er août. À Podel, 1er août, exactement, le Festilac. Donc voilà, j'aime réunir les gens, j'aime créer des moments conviviaux. Donc voilà, je fais plein de choses pour rester dans le coup, puis rester stimulé. Et tu as un petit billet aussi sur LinkedIn que je trouve assez sympa. Enfin, un billet, en tout cas, je vois régulièrement tes petits billets d'humeur. Moi, c'est comme ça que je t'ai découvert. Ouais, j'ai créé en effet une chronique qui s'appelle La Chronique du Petit Entrepreneur. Je vous la recommande, très sympa. Où en effet, en quelques minutes de lecture, je parle d'un sujet d'actualité ou un sujet qui me tient à cœur et qui souvent peut toucher beaucoup de monde et qui est intergénérationnel parce que j'ai à la fois des jeunes lecteurs et puis aussi des personnes plus âgées qui me lisent. Toi, Lucien, tu as besoin de sentir les choses, tu aimes le vivant, l'événementiel, on en parlait aussi en préparant l'épisode, tu aimes être dans tout ce qui est aussi le présentiel.
Et en même temps, tu es très actif sur les réseaux sociaux, puisque ça fait partie aussi de ce que tu produis, de ce que tu proposes à tes clients. Et c'est venu d'où alors cette envie de jouer avec la vidéo, avec les montages, ce rôle de communicant? Alors, je pense que j'ai une bonne patte pour l'écriture. Je pense que ça se ressent dans les chroniques que j'écris et puis aussi dans les concepts que je développe par mon métier. Et puis en fait, j'aime bien rire de moi, rire des gens, rire des situations. Je trouve qu'on a souvent beaucoup de préjugés sur les choses, sur les gens. Et puis j'aime bien les retourner et puis finalement faire en sorte que ce soit amener de la légèreté en fait. Je pense qu'on est dans un monde qui est un peu chahuté, voilà, par les guerres, par une économie qui est agressive, par plein d'enjeux qui sont pas toujours très drôles. Et j'essaye d'amener un peu de légèreté, finalement, de pas être naïf, mais en même temps essayer de relativiser, puis essayer de mettre un peu de baume au cœur aux gens qui... Alors, je compte sur toi pour amener de la légèreté dans la suite de ce podcast, quand on va parler des résultats de l'étude qu'on a menée sur l'attractivité donc, de la formation et des employeurs auprès des jeunes. Peut-être d'abord, est-ce que tu peux m'expliquer ta vision, ta perception par rapport à ces jeunes, parce que le segment est large, quand on parle de moins de 25 ans. C'est pas pareil selon que tu aies 16 ans ou 24. Dans ta pratique, dans ta manière de les toucher, de leur parler, de les aborder, des canaux que tu utilises, qu'est-ce que tu peux mettre en avant comme distinction si on commence chez les, disons, 15 ans, les 15, 16, 17, et puis en quoi ça change et ça évolue sur les manières de leur parler, les manières de les toucher au fur et à mesure qu'ils évoluent vers la tranche de 25, disons. Je pense qu'à tout âge, on a besoin de s'identifier à des choses ou à des gens ou à des contextes ou à des pays ou à des villes. Et je pense que c'est cette identification qui évolue. Je pense qu'aujourd'hui, avec la nouvelle génération qui a grandi, qui est née avec les réseaux sociaux, ils n'ont pas du tout le même panel d'identification qu'on avait peut-être il y a 15 ans quand moi j'étais adolescent. C'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux, avec Instagram, avec TikTok, on est confronté à un réel, à un multiple de réels peut-être. Et du coup, ça nous amène à nous poser plus de questions sur finalement qu'est-ce qu'on veut devenir, comment on veut le devenir, et puis surtout, est-ce que c'est possible ou pas. J'ai l'impression que par les réseaux sociaux, les jeunes peut-être aujourd'hui sont dans une forme d'irréalité, ou en tout cas ils se projettent dans des choses qui sont pas toujours accessibles, ou en tout cas pas tout de suite. Ils sont Oui, mais c'est aussi parce qu'on vend du rêve. Quand tu vois les influenceurs qui parlent de leur réussite à faire, je sais pas, 10 000 francs par mois ou 10 millions par an, c'est aussi créer des attentes ou des rêves qui sont pas forcément accessibles. Et on en voit quand même pas mal qui sont présents et qui ont de l'impact sur les jeunes au travers de leur communication sur les réseaux. De toute façon, aujourd'hui, de plus en plus, on parle de l'agrégation des publics et d'essayer d'aller toucher des publics niches de plus en plus avec des discours différents, des messages qui vont leur parler à ces segments identifiés via des canaux différents aussi parfois. Ça peut être de l'événementiel, ça peut être justement les réseaux. Aujourd'hui, on peut parler aussi de l'accompagnement qu'on a eu tous les deux à différents moments par rapport au Média Check. Donc le Média Check, c'est le média qui est dédié aux jeunes du canton de Vaud. Nous, on avait été sollicités au début du projet, pour essayer de comprendre quels étaient les besoins d'information des jeunes par rapport à l'actualité, comment ils s'informent, quels sont les meilleurs moyens pour toucher ces jeunes, quel est le ton qu'il faut adopter, comment doivent être les personnes, les porteurs d'images, les incarnants qui vont soutenir et mettre en avant et transmettre ces informations. Et suite à ça, le canton de Vaud a lancé un compte Instagram qui s'appelle Check. Et ton agence a été mandatée pour lui donner vie, le faire vivre, lui donner une identité, de manière à ce que, en collaboration avec les médias locaux du canton de Vaud, il puisse y avoir une multiplicité de contenus
qui s'adresse directement aux jeunes en gardant une identité homogène et avec un discours qui soit quand même cadré, on va dire. Toi, dans ton expérience de lancement aussi en tout cas partenaire, partie prenante du lancement de ce média, qu'est-ce que tu as comme retour à partager dans ce projet-là en particulier? Sur la collaboration avec les médias, la création des contenus, avec le canton de Vaud? Ouais, ben, pour contextualiser le projet Check de façon un peu plus officielle, donc c'est une mesure de l'État de Vaud pour la diversification, l'aide à la diversification de la presse. L'État de Vaud, donc par des actions financières, que ce soit par des annonces dans les journaux locaux ou alors par ce projet Check, participe à la diversité de la presse et puis aide la presse indirectement par ce biais-là. Ce qu'on a constaté d'abord, il y avait un challenge avec Check. D'abord dans le côté, je dirais, avant même de publier la première vidéo, c'était ce côté justement coordination avec les médias, mettre tous les médias partenaires, donc qu'on pourrait appeler ça les médias régionaux du canton de Vaud qui participent au projet, les mettre autour d'une table et puis faire en sorte qu'ils soient enthousiastes à l'idée de ce projet, puis qu'ils aient envie d'y participer. Ça, c'était la première étape. Ensuite, comment est-ce qu'on peut mettre ça en œuvre pour que ce soit le plus facile possible dans chaque rédaction qui, naturellement, n'a pas les mêmes ressources. Une réaction comme La Côte ou une rédaction comme l'Écho du Gros de Vaud, c'est pas forcément les mêmes ressources humaines, en tout cas en termes de force opérationnelle. Et puis l'autre aspect qui était important, c'était la tonalité, et puis comment est-ce qu'on allait créer une marque en fait qui allait séduire les jeunes et puis qui allait faire en sorte qu'ils s'abonnent. Le rôle du journaliste aujourd'hui, il est important justement parce que il y a cet aspect de l'information qui est vérifiée, qui est locale et puis qui est positive. D'après le sondage que vous avez mené avec Call Insight, l'information peut être un peu donne de l'anxiété. Elle n'est pas forcément toujours vibes et positive, toujours bien ressentie et positive. Ça c'était un constat. Et puis du coup le résultat, c'était que les jeunes s'éloignaient de l'information. Ça veut dire que tout d'un coup, je vais ouvrir Instagram, je vais ouvrir TikTok, je vais avoir une information qui est négative, ou je vais avoir une mauvaise nouvelle. En fait, ça me fait un peu peur. Et puis du coup, c'est pas forcément ça qui m'intéresse. Et puis ce qui m'intéresse, c'est plutôt des jeunes qui dansent dans leur chambre, ou bien des buts lors d'un match de foot, ce qui est très bien aussi. Donc la réflexion qu'on a eue avec le projet Check, et puis ce que vous avez eu en amont, c'était comment créer un média qui finalement redonnait de l'importance à l'information vérifiée, donc traitée et délivrée par des professionnels, des journalistes professionnels, par des médias qui sont agréés, et puis comment rendre tout ça dynamique et digeste en fait pour un public cible jeune. Et ça s'est concrétisé par justement la production de capsules vidéo qui durent en moyenne entre 1 à 3 minutes, et puis qui incarnent des projets, des initiatives, des prouesses réalisées par des jeunes du canton de Vaud. Voilà. Et c'est quoi les contenus qui marchent le mieux, par exemple ? Alors, c'est intéressant parce que les contenus qui vont bien marcher sur Instagram ne vont pas forcément marcher sur TikTok, à l'inverse. Donc ça, c'est intéressant déjà de voir que l'audience sur TikTok et Instagram est bien différente. En quoi ? Je pense que, en termes d'utilisation, Instagram, on va beaucoup plus chercher à suivre un mood, on va plus avoir ce côté communautaire. Voilà, je vais faire partie d'une communauté, je vais suivre cette personne-là, je vais voir ce qu'elle partage, ça va m'inspirer. Et puis sur TikTok, il y a peut-être plus une volonté de consommation et peut-être de scrolling, mais de scrolling aléatoire, en tout cas lié à l'algorithme, ce qui n'est pas forcément le cas sur Instagram. Alors Instagram maintenant a changé ça. Ça veut dire que Instagram maintenant met des choses en place pour avoir un algorithme qui est quand même similaire à TikTok, parce qu'on voit que en termes de
de performance et puis d'addiction, ou en tout cas d'attractivité, ça a des vrais résultats. Sur TikTok, c'est beaucoup plus difficile de créer une communauté parce qu'en fait, les jeunes passent d'une vidéo à l'autre super vite. Ça veut dire qu'ils vont rarement aller sur un profil et puis aller scroller sur le même profil. Tandis que sur Instagram, en fait, lorsqu'on arrive sur un profil, sur un feed, on va plus avoir tendance à aller peut-être découvrir l'univers de la marque, découvrir l'univers du personnage, de l'influenceur ou du sportif, et puis de créer une forme d'attachement à lui par ce qu'il a fait. Tandis que sur TikTok, ça va vraiment être des vidéos qui sont postées de façon individuelle, et du coup, l'utilisation n'est pas la même. Oui, c'est du zapping. Exactement. Puis surtout, tout d'un coup, par le fait que c'est très compliqué par exemple pour des entreprises, des PME d'aller sur TikTok, parce qu'il faut tout d'un coup avoir un volume de contenu qui est beaucoup plus élevé que sur Instagram. Typiquement une fréquence de publication 2-3 fois par semaine. Ouais, alors l'idéal, c'est presque une fois par jour. On dit que pour avoir des résultats, il faudrait essayer de poster une fois par jour pendant 30 jours. Il y a aussi des gens qui disent, il y a les véritables influenceurs, ils vont même jusqu'à poster 3 vidéos par jour. Donc finalement, il y a un rythme qui est complètement dingue, mais justement pour avoir cette notion de répétition. Voilà, en marketing, on dit repetition is reputation. Voilà, plus on va voir votre image, votre logo, votre identité, plus on va peut-être ou pas créer de l'attachement à votre marque ou à votre entreprise. Et c'est le gros défi. Et typiquement, si on parle, puisque les deux m'intéressent, tant les marques que les entreprises, en parlant peut-être d'abord des marques, qu'est-ce qui aujourd'hui sonne juste dans ce que tu peux observer dans les communications, et puis qu'est-ce qui sonne plus faux, fake ou peut-être pas honnête, dans le sens où on utilise des détours ou de la manipulation consciente presque des jeunes avec des communications de marque. Qu'est-ce que tu peux observer, toi, de là où tu es? Je pense que les marques, notamment dans le haut de gamme ou dans le luxe, mais même dans le prêt-à-porter, ils ont été beaucoup challengés ces dernières années, justement sur leur crédibilité, leur façon de faire, etc. Leur RCE, donc leur responsabilité sociétale d'entreprise. Ils se sont aussi de plus en plus appuyés sur des égéries. Je trouve que ils se sont rendus compte que les jeunes ou les consommateurs donnaient plus de crédibilité à une marque dès le moment où quelqu'un l'incarne ou un personnage auquel on puisse s'identifier, que ce soit un artiste ou bien par exemple un sportif ou une sportive ou une artiste. Et dans ce sens-là, ils ont un peu remis sur les épaules leur façon de faire, ou en tout cas la crédibilité de leur marque et leur processus de fabrication et leur ADN finalement, beaucoup là-dessus en fait. Sur du personal branding. Mais ça se fait aussi au niveau de la Romandie. Tu observes ça aussi pour les marques? Non, parce que les marques, ils évoluent à beaucoup plus gros niveau. Après, bien évidemment que ça se joue, c'est des niveaux d'influence. Ça veut dire que une entreprise qui va par exemple vouloir avoir de l'impact sur la Suisse romande ou le canton de Vaud ou etc., ils vont plutôt travailler avec une agence RP qui va les mettre en contact avec des influenceurs et puis qui va faire en sorte que ce qu'on appelle la micro-influence. Ça veut dire comment est-ce qu'une personne qui a 10 000 followers, il va pouvoir influencer un rayon. Et ce rayon-là, ça peut être Lausanne, ça peut être le canton de Vaud, ça peut être la Suisse romande, pour faire en sorte que quelqu'un vienne sur le point de vente ou pas. Et si tu es une PME aujourd'hui ou une entreprise d'une certaine taille en Suisse romande et que tu veux exister sur les réseaux, mais que tu n'as clairement pas les moyens ni les ressources pour publier 3 fois par semaine, qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire au niveau de leur stratégie de com digitale? Aujourd'hui, Instagram, c'est le nouveau Google des moins de 40 ans. C'est-à-dire que c'est intéressant, les jeunes et les moins jeunes, ça dépend jusqu'à quel âge on est jeune, mais notre génération, si on peut dire comme ça, tout d'un coup, ils vont avoir le réflexe d'aller regarder qu'est-ce qu'une entreprise fait sur Instagram plutôt que sur un site internet
ou que sur Google ou ailleurs. C'est comme si en fait Instagram était un canevas commun et qu'en fait sur Instagram en fait on peut pas tricher. Ça veut dire que sur Instagram on est bon ou on n'est pas bon, ou alors on est has-been ou on l'est pas, un petit peu au T'as niveau en intérêt à tout avoir une agence cas. de com qui te la gère alors. Alors compte. c'est pour ça qu'on a des clients et c'est pour ça qu'ils viennent vers nous, c'est pour avoir cette réflexion là. Mais Instagram aujourd'hui a une grosse importance au niveau du look. Ça veut dire à quoi va ressembler votre feed. Donc nous, ce qu'on fait beaucoup avec les PME, mais aussi avec les institutions, les fondations, les associations, c'est de l'implémentation Instagram. Ça veut dire comment est-ce qu'on va retranscrire votre site internet, votre identité, votre charte graphique, vos valeurs, etc. sur Instagram. Nous, C'est beaucoup du B2C alors, j'imagine. Non, ça peut être aussi du B2B, Ah ouais, parce que ok. en fait, on s'est rendu compte par Meta, c'est que en fait aujourd'hui, si on cible un certain public cible, typiquement peut-être les gens qui ont plus de 35 ans ou plus de 40 ans, mais qui sont encore actifs, potentiellement ils ont Oui, on est ils ont encore actif après 40 ans, je te rassure. ils ont un poste de cadre, c'est là où je voulais en venir. Ils ont un poste de cadre et Ouf. du coup ils ont un pouvoir décisionnel. Oui. On se rend compte qu'aujourd'hui en fait même dans les campagnes B2B, c'est beaucoup plus intéressant de passer par Meta que par LinkedIn, parce que LinkedIn est très très cher. Puis ça fonctionne pas. Il y a peu de retour sur investissement, tandis qu'avec Meta, voilà, on arrive à des performances qui sont beaucoup plus Un exemple de intéressantes. secteur B2B où ça fonctionnait bien, par curiosité, ce serait quoi? Nous, on travaille de plus en plus dans le domaine de l'énergie, que ce soit avec des entreprises dans la construction ou des ingénieurs. Ok. Et puis, en fait, on se rend compte que justement, en pouvant cibler des centres d'intérêt, des secteurs, mettons aussi des critères démographiques, comme je disais, par rapport aux régions, par rapport à l'âge, etc. Oui, le ciblage est beaucoup plus fin que sur un LinkedIn ou même un TikTok. Voilà, donc évidemment qu'on va taper un petit peu dans le vide, mais on va aussi taper juste. Et puis, c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, quoi. Ok. Quand on s'est rencontrés la première fois, c'était, je pense, il y a une année en arrière, quelque chose comme ça. On avait discuté de l'apprentissage, de comment ça se passe à la fin de l'école obligatoire. Et je t'ai dit, je suis en PLS, mon fils il est en train de passer le questionnaire d'orientation et il fait 45 minutes, il y a 250 questions et il faut que je traduise en langage jeune chacune des questions pour qu'il puisse y répondre. Et puis c'est là qu'à la fin, on lui propose d'être animateur radio. Non, j'exagère, mais on n'était pas loin de ça. Enfin, des professions qui n'existent plus ou qui ont complètement changé. Entre-temps, on s'est revus 2-3 fois, tu as avancé aussi sur ce projet de comment revaloriser les filières d'apprentissage, la voie duale. Et suite à nos discussions, j'avais même lancé un sondage, ça m'avait pas mal inspiré. Une étude qui m'a été justement d'une grande utilité pour ce projet dual que je porte depuis 2 ans et demi et qui va se concrétiser cet automne, dont justement l'objectif est la promotion et la valorisation de la formation professionnelle dans le canton de Vaud. Et puis, dans la deuxième version de ma présentation, j'ai eu la chance de m'appuyer sur certains résultats de ton étude que tu m'avais partagé. Et puis, c'était super intéressant parce que, en fait, ça venait conforter, appuyer des choses qu'on avait déjà identifiées 2 ans ou une année auparavant. Donc, on était dans le juste. Mais parfois les datas font du bien pour ça. Et puis, ça nous a aussi un peu aiguillé sur tout ce qui était justement HES, communication HES, comment on accède à une HES, pourquoi les HES aussi, ça c'est intéressant. Mais non, la formation professionnelle, c'est quelque chose qui me passionne. L'orientation des jeunes, en général, c'est quelque chose qui me passionne parce que j'aimerais qu'on puisse incarner aussi la réussite à travers la formation professionnelle. Qui est très vaste en fait, qui commence par le CFC, par le certificat à capacité en emploi ou en école. Alors moi je vais plutôt me consacrer à la promotion du CFC en emploi, donc en format dual, à moitié à l'école et à moitié chez un employeur. Et puis quels sont les débouchés après, les perspectives, les opportunités, et puis c'est tout ça qu'on va pouvoir communiquer à travers ce néo-média qu'on a appelé Dual, justement. Et
puis qui aura 2 axes. Le premier axe, ce sera de faire des entretiens avec des chefs d'entreprise, cadres, entrepreneurs, entrepreneuses, qui ont commencé leur cursus, leur formation professionnelle par un CFC, et puis qui ont peut-être continué à travers des formations post-grade, des formations supérieures, des brevets, des diplômes fédéraux, une HES. Sur la formation continue, aujourd'hui, c'est indispensable. Exactement. Et puis, l'autre axe, ce sera d'aller visiter des apprentis de 2 à 4e année sur leur lieu de travail, et puis en fait de leur poser des questions, pas sur qu'est-ce qu'ils font pendant leur apprentissage, mais plutôt comment est-ce qu'ils ont trouvé leur apprentissage, qu'est-ce que ça leur apporte, comment ils se sentent sur leur lieu de travail, et puis qu'est-ce qu'ils ont comme perspective en fait déjà. Parce que c'est vrai que dès qu'on a le nez dans l'apprentissage, tout d'un coup, c'est là qu'on se questionne sur « Ok, qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Peut-être. » Et même là, on n'est pas très bon. Donc là, on était sur une étude auprès de 637 jeunes âgés de 16 à 24 ans en Suisse romande. La première chose, c'était que l'apprentissage n'était pas suffisamment mis en avant par rapport au cursus académique, notamment de faire directement l'Uni. En tout cas, la question se pose quand tu termines ton gymnase ou ton école de culture générale, de se dire soit je fais un apprentissage ou je poursuis des études supérieures, ce sera presque d'office, vu qu'on a Lausanne, l'UNIL ou les PFL, ou éventuellement une haute école. Là, pour rebondir Oui. sur ce point-là, là tu parlais à la fin de l'apprentissage de l'école. Alors le problème a été d'autant plus marquant que finalement, même à l'école obligatoire, ceux qui étaient en VP, en voie prégymnasiale, en tout cas sur le canton de Vaud, jusqu'à l'année dernière, ils n'entendaient pas parler de l'apprentissage pendant 3 ans. Ça veut dire qu'en fait, entre guillemets, les jeunes, on ne va pas confondre aujourd'hui capacité d'apprentissage, capacité à apprendre et intelligence, intellectualité, parce que c'est complètement différent. Mais je dirais que les élèves qui avaient plus de facilité à apprendre, ou alors qui avaient peut-être des parents qui étaient plus derrière pour faire les devoirs, pour apprendre, enfin, pour réviser Pour les vocs réussir d'allemand, leurs études, quoi. pour réussir leur école. En fait, eux, on les évinçait complètement de la possibilité de faire un apprentissage CFC qui demande peut-être tout autant, voire plus, de compétences intellectuelles parfois qu'un cursus au gymnase ou en école de culture générale, par la complexité des choses à apprendre, et puis surtout la faculté et le potentiel personnel de pouvoir cumuler un emploi chez un employeur, donc un vrai job, 3 à 4 jours par semaine quand même, donc c'est énorme. Ça amène beaucoup de maturité. Et puis ensuite des cours professionnels avec des devoirs, avec des examens, avec plein de choses, et souvent pareil. Dans des métiers qui sont parfois de plus en plus complexes, de plus en plus techniques. Voilà, alors j'étais employé de commerce avant parce que c'est le plus connu, mais il y a des métiers aujourd'hui, dans le domaine de l'électricité, enfin un installateur électricien, faut être bon en maths, faut être bon en calcul, faut être bon en coordination de projet. Il y a un métier que j'ai découvert aussi par Dual, que je connaissais pas, qui est projeteur en bâtiment, avec des spécialisations en chauffage, en sanitaire, etc., qui sont en fait les personnes qui dessinent en fait les installations. On peut être aussi dessinateur en bâtiment, spécialisé en génie civil. On peut faire plein de métiers techniques. Peu importe que tu sois dans ta première année d'apprentissage ou dans ta première année HES ou ta première année UNIL, les chiffres sont les mêmes. Il y a un tiers des jeunes qui se plantent, qui changent d'orientation, qui changent d'avis, qui arrêtent en cours de route. Moi, je trouvais ce chiffre quand même très élevé. En l'occurrence, j'ai 2 enfants, donc il y en a un des 2 qui, effectivement, il a fait un apprentissage, une première année en menuiserie à l'ETML, puis il s'est rendu compte que c'était pas pour lui. Il est retourné au gymnase. Donc je fais partie des statistiques, tu vois. Et donc un jeune sur 3 aujourd'hui qui a changé d'orientation suite à son premier choix. Par manque d'intérêt ou aussi pour s'ouvrir à plus d'opportunités, même si je suis venue faire de l'observation, même si j'ai regardé les vidéos d'orientation.ch, même si j'ai discuté avec des gens qui ont fait charpentier ou qui ont fait menuiserie avant,
c'est difficile, hein, tant que tu l'as pas vécu, expérimenté, de te faire vraiment une idée de ce que c'est un métier. Je pense aussi que peut-être ce qu'il faut faire attention avec les écoles professionnelles et les apprentissages en dual, c'est que c'est tout autre chose. Dans les écoles professionnelles, il y a quand même un cadre scolaire qui est très présent, où en fait, il y a pas cette dimension de collègues, de clients, d'entreprise. d'entreprise, de vie d'entreprise, de responsabilité aussi. Moi, je les trouve jeunes, hein, les enfants que tu mets au travail à 16 ans, 15 ans. Encore une fois... Enfin, là, on n'est pas forcément obligé d'avoir un débat là-dessus, parce que bien sûr. C'est pas ta responsabilité, mais... Je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas le discours de dire que tout le monde doit aller en apprentissage. Il y a une partie de il y a le 50% des jeunes qui vont au gymnase ou en école de culture générale, ils se retrouvent en apprentissage ensuite. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, est-ce que c'est un manque d'information? Est-ce que c'est un manque de maturité? Est-ce que c'est une influence des parents qui disent « va au gymnase plutôt que d'aller en apprentissage » Est-ce que c'est tout d'un coup un ras-le-bol du jeune aussi? Parce que ça arrive, qui dit tout d'un coup, mais en fait, moi, ce cadre de scolaire, on ne se rend pas compte, en fait, c'est pesant. Et puis aussi la verticalité d'autorité qu'est l'école, en fait. Parce que l'école, je veux dire, il y a 20 petits soldats dans une classe, et puis il y a un ou une capitaine. Et puis pour arriver à la capitaine, en fait, il y a 10 ans d'études, si seulement on veut être à la place de la capitaine. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'en fait, quand on fait un apprentissage, finalement, notre maître d'apprentissage, notre responsable, notre collègue, finalement, il y a souvent pas grand-chose qui nous sépare de lui. Et ça, c'est stimulant pour un jeune. Et c'est stimulant pour les jeunes aujourd'hui qui, comme on l'a vu dans une autre étude de ta part, qu'on soif peut-être d'indépendance, de gagner des sous, etc. Et puis ça, tout d'un coup, ça devient intéressant. Mais encore une fois, ça devient intéressant pour une certaine partie de ces jeunes-là. Il y a aussi des jeunes qui sont pas à l'aise dans le domaine scolaire, qui sont pas à l'aise dans ce truc de groupe, qui ont envie de travailler avec des adultes, parce que quand on travaille avec des adultes, on se fait considérer comme un adulte. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que finalement, un jeune qui dit, papa, maman, j'ai envie que vous me considérez comme un adulte, j'ai envie d'avoir de la liberté, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Quand tu rencontres ces jeunes, quand tu les vois réagir sur les réseaux, vu que tu suis aussi, j'imagine, les contenus qui sont produits, tu es au contact de ces jeunes. Si on prend le MediaCheck, c'en est un, mais tu produis aussi d'autres contenus qui s'adressent aux jeunes. Donc, tu fais partie des personnes qui est en contact avec eux de manière quotidienne, non? Ils font plein de trucs. Ils sont engagés. Ils ont besoin, je pense qu'ils ont besoin de repères. Ils ont besoin de cadres. Et peut-être que c'est ça aussi que finalement, on n'a pas assez valorisé avec la formation professionnelle. C'est qu'on leur offre un nouveau cadre. Par des personnes qui sont bienveillantes, puisque les jeunes, ils ont besoin, c'est d'un cadre et de perspective dans ce cadre. Ça veut dire que aujourd'hui, un jeune, il a besoin de se sentir accepté comme il est, en fait. Et puis, Même les moins jeunes, tu sais. Dans un endroit, tout le monde, mais dans un cadre professionnel, en fait, on va pas forcément nous juger sur notre apparence, on va pas nous juger sur ce qu'on fait le week-end ou qu'est-ce qu'on écoute comme musique. On va nous juger sur le résultat. Et ça, je trouve intéressant quand même. C'est qu'aujourd'hui, dans une école, si tu t'habilles pas comme les autres, si tu n'écoutes pas la même musique, si tu suis pas ça, si tu connais pas ci, là, c'est là qu'on va émettre des jugements, parce que tout d'un coup, t'es plus dans le trend, quoi. T'es différent. Alors que peut-être dans le cadre d'un apprentissage où tu arrives dans une entreprise, tu as le droit d'être différent, parce que tu contribues à une équipe, tu contribues à un résultat, tu contribues à une performance d'entreprise. Ça veut dire qu'en fait, dans chaque domaine, dans chaque milieu, dans chaque secteur, il y a
des perspectives et puis il y a des personnes inspirantes à mettre en avant. Et c'est ça qu'on fait avec Dual, en fait. Ok. C'est Donc toi, tu vas avoir la chance de faire plein de rencontres super sympas. incroyable. Ouais, je me réjouis beaucoup. C'est prévu de faire 50 entretiens. Ton top 5, Euh, là, par exemple, ce serait qui, quel type de profession et quelle fonction ces personnes occupent? Alors, ce qui est important, c'est d'avoir cette notion de responsabilité, un poste à responsabilité, Mhm. donc soit de chef d'équipe, soit de chef d'entreprise, etc. Et puis de savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là, en fait. Après, les professions, honnêtement, ce qui est intéressant avec ce média, c'est qu'il va être très horizontal au niveau des métiers qu'on va représenter et des parcours qu'on va représenter. Le produit brut, ce sera un podcast, comme on fait maintenant, de 50 à 55 minutes, qui va être décliné voilà, en une version courte, version longue, et en plein de capsules vidéo, puisqu'il sera filmé. Donc c'est ça qui va être la force de ce projet, c'est qu'on va réussir à faire du volume très qualitatif, avec finalement un entretien de 50 minutes, et puis un rythme qui est quand même assez élevé, puisque 50, ça fait un par semaine, donc c'est quand même beaucoup. Et puis, ça va être un outil pour les enseignants, pour les parents aussi. Ça va être quelque chose sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer pour dire, voilà, mais j'ai entendu, en fait. J'ai lu un article, j'ai vu un truc sur LinkedIn de cette personne qui a fait ça, puis qui s'est retrouvée là. Parce que donc, c'est un mandat du canton de Vaud. C'est pas un mandat du canton de Vaud, c'est une association à but non lucratif que j'ai créée. Et du coup, je suis allé chercher des fonds. Des fonds, exactement. Donc, ce qui est intéressant et la force de ce projet, c'est qu'il est à moitié subventionné par l'État et l'autre moitié par des fonds privés, en l'occurrence des associations, fondations patronales. Donc plutôt par le milieu économique, en fait. Ok. Donc ce ne sera pas visible directement sur les sites des institutions, typiquement. Non, le but, c'est vraiment de créer une plateforme, de créer... Un compte Insta, quoi. Un compte Insta, TikTok, Snapchat, YouTube, tout, présence en fait. Sur les réseaux. Ouais. Exactement. Ok. Trop cool. Ouais. Ouais, bravo. Ok. Est-ce que tu vas travailler aussi sur l'attractivité de métiers par rapport à des brands, des employeurs, ou pas du tout? Non, pas du tout. La première étape de ce projet, c'est si on pouvait parler d'un point de vue un peu marketing, c'est de créer de la demande. Et puis peut-être que l'autre étape, ce sera effectivement soit par le biais de Dual, soit par un autre biais, ça à voir, mais de polir l'offre aussi. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, comme tu le disais, que l'encadrement des jeunes, l'accueil des apprentis, il doit évoluer, il doit être différent. Et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque association est complètement libre et indépendante de faire comme elle veut, de peut-être édicter le nombre de vacances, etc. Donc, il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui en termes de salaire qu'on propose aux apprentis, en termes de semaines de vacances. Finalement, c'est comme si on comparait avec une convention collective qui disait que voilà, le maximum d'heures travaillées, c'était 50 et puis que c'était minimum 4 semaines de vacances. Mais il n'y a personne qui oblige l'employeur à faire mieux. Ça veut dire qu'en fait, on peut amener c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque employeur peut amener de l'attractivité et ça, on l'a sous-estimé. Alors aujourd'hui, on est confronté à des cas où il y en a qui nous disent qu'ils ne peuvent pas adapter les heures, adapter les semaines de vacances, adapter ci, adapter ça. Alors, au final, ils vont le devoir, mais il y a aujourd'hui des secteurs qui sont un peu dans la tourmente, la restauration, l'hôtellerie, le domaine de la santé, parce que voilà, ce sont des secteurs qui sont qualifiés peut-être de plus durs. C'est pas juste qualifié, hein, c'est une réalité. Et quel est le meilleur type de contenu aujourd'hui pour rendre une entreprise plus attractive sur les réseaux auprès des jeunes, que ce soit pour faire un apprentissage ou rejoindre une entreprise quand t'es encore tout jeune, moins de 25 ans? Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui? C'est l'humain. Pour moi, c'est incarner les personnes qui sont dans l'entreprise, c'est les faire parler, leur faire dire pourquoi elles sont là, pourquoi c'est chouette de bosser ici, pourquoi elles ont choisi ce métier, pourquoi elles pensent que ce métier a de l'avenir, comment est-ce qu'elles seraient si elles devaient accueillir un jeune apprenti, qu'est-ce qu'elle aura envie de lui apporter. C'est de créer du lien émotionnel, en fait. Et quand tu parlais avant, tu disais... et je pense qu'aujourd'hui, il y a une grosse opportunité à faire entre
entre l'humain et l'humain et le digital, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'amener de l'authenticité et puis de l'impact. Mais par contre, oui, ça va passer par sortir de sa zone de confort. Ça veut dire que tout d'un coup, oui, peut-être que l'assistante de direction, qui n'est pas très à l'aise devant la caméra, ben, peut-être qu'on va lui dire écoute, Christine, eh ben, là, c'est toi qui encadre l'apprenti la première année. Ben, j'aimerais que tu lui parles, que tu lui racontes, que tu lui dises qu'est-ce que tu fais là, pourquoi tu as du plaisir à encadrer les apprentis, etc., etc. Et tout ça, ça passe soit par une décision hiérarchique, une aspiration du patron qui dit voilà, il faut faire ça, ou ça passe par un accompagnement. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des prestataires comme nous, comme les agences de communication, qui vont arriver puis qui vont pouvoir dire voilà ce qu'on vous conseille de faire. Et aujourd'hui, un peu comme quand tu fais un photoshoot. Exactement. Et aujourd'hui, l'enjeu, comme j'ai dit avant, c'est les moyens aussi. Ça veut dire que non, on va pas vous dire qu'il faut faire une vidéo. On va pas vous dire qu'il faut faire une vidéo par jour. Mais par contre, est-ce que vous avez pensé à faire une vidéo super qualitative qui va peut-être vous coûter 3000 francs, j'en sais rien, ou 2000 francs, ou 1500, ça dépend avec quel prestataire vous travaillez, peu importe, de mettre une annonce, par exemple, dans le journal local, de dire que vous cherchez un apprenti, encore une fois, une annonce qui va peut-être vous coûter 400 francs ou 300 francs parce qu'elle est faite par un graphiste, et puis elle est belle, et puis elle est attractive, et puis il y a peut-être un sourire, et puis il y a peut-être un QR code qui renvoie sur la vidéo pour dire « Ah, vous voulez être apprenti, ça vous intéresse ce métier ?» Bah, regardez, on vous présente et on vous dit comment on accueille les apprentis chez nous. Et en fait, c'est de créer, de faire du micro cross-média comme ça, mais qui se fait par les grosses entreprises. Dans les salons. Et puis c'est ces partages aussi entre jeunes, quand tu parles à quelqu'un qui a juste quelques Complètement. Voilà, d'où l'autre axe de Dual, justement de faire témoigner les jeunes. Et puis, ce qui est aussi un truc qui fonctionne bien aussi, c'est d'aller à la rencontre des jeunes dans les écoles. Chez les jeunes, aujourd'hui, ce qui les aide, les sources d'influence qui les aident à trancher quand ils doivent prendre des décisions. Premier, les parents, la famille. Deuxième, les amis. Troisième, copains, copines, s'ils en ont. Ensuite, tout ce qui est les réseaux, voire discussion avec l'IA, ChatGPT. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que ça répond à ce qu'on discutait avant. C'est que c'est la tout repose encore sur les parents. Tout repose sur les parents. L'entourage proche. Tout repose sur les parents. Et seulement après le digital. Et à midi, j'ai parlé avec une amie qui est enseignante, et puis je lui disais, voilà, mais en fait, on sous-estime l'importance de l'école, à quel point c'est un vecteur de communication, d'influence pour les jeunes, etc. Puis en fait, elle me dit, mais Lucien, les jeunes ne savent de moins en moins bien écrire et de moins en moins bien compter. Donc, en fait, notre priorité, c'est ça. Et en fait, on nous empile des trucs par-dessus la tête. De dire, OK, la responsabilité de l'information, d'éducation à l'information, c'est nous. Non, c'est pas forcément l'école. Et en fait, ils n'arrivent déjà pas à suivre les programmes tellement on les surcharge. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il faut une réforme de l'école ? Est-ce qu'il faut tout d'un coup des structures parascolaires qui sont subventionnés par l'État, mais qui permettent aux parents d'envoyer... Voilà. Est-ce qu'il faut plus les encadrer ? Est-ce qu'il faut leur donner plus d'informations ? Il y a un défi aujourd'hui qui est majeur, et surtout la réalité, c'est que de ne rien faire, en tout cas, il n'y a rien qui change. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire des initiatives et puis de dire aux parents, peut-être... Voilà les outils que vous avez. Peut-être que vous pouvez... J'en ai reçu plein, des documents, des lettres, des brochures, des flyers, des trucs, des rappels. Les enseignants aussi qui distribuaient dans l'agenda. L'information, ils essaient de la faire passer après. Mais bien sûr, mais par contre, les parents, oui, c'est... Alors, il y a des parents qui n'ont pas de réseau. Donc, peut-être que tout d'un coup, Dual, ça va être ça. Ça va être... je vous ai entendu sur Dual. Vous avez un parcours incroyable. Est-ce que vous prenez des stagiaires ? J'ai fait écouter votre interview. Et puis, les versions courtes, ce sera 5 minutes. Ça coûte quoi à son enfant de 15 ans de lui dire « j'ai entendu cette dame
Écoute juste 5 minutes. Donc, tu vas viser les parents aussi avec Dual? Évidemment, bien Ok. sûr. Ok. Parce que ton étude montre que c'est un prescripteur. Alors, le risque avec Dual, c'est ça, le défi, c'est de pouvoir toucher tout le monde. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, on n'a pas envie de viser que les parents ou que les profs, mais on a aussi envie de viser les jeunes. Donc, en fait, il y a un aspect multi-cible qui est super important et puis qui est surtout complètement différent. Mais tu l'as montré aujourd'hui, oui, les parents, c'est le prescripteur principal. Et surtout, la difficulté aujourd'hui, c'est ce que j'ai entendu dire, c'est que dans certaines sphères, dans certaines familles, ça devient même le petit jeu de quel est l'enfant qui a fait le plus d'études ou le tien, il fait un apprentissage de peintre. Ah, ok. Ah, le mien, il va au gymnase. Et puis, je pense qu'elle va faire Sciences Po parce que Oui, bon, là, parce que Clémentine, elle est douée à l'école. Mais ça a toujours existé, hein. Bien sûr. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est de démocratiser la réussite. Parce que c'est ça la réalité. C'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est ça, on fait un paradoxe. Il y a un truc qui est incroyable, c'est qu'en fait, des influenceurs français qui vont sur une île pour se pécho ou pas se pécho avec d'autres candidats du même âge, et puis qui ensuite développent une communauté en n'ayant rien fait, et puis vendent des produits qui sont complètement éclatés au sol pour gagner de l'argent, ça, c'est une image de réussite. Waouh! Mais c'est une image de réussite sur combien de temps? Ça veut dire que ces gars, ils vont vendre combien de temps ils vont vendre combien de temps de ça? Ils vont profiter combien de temps de ça? Mais surtout, à qui ça parle, qui est le public? Et puis à qui exactement. Donc tout d'un coup, en fait, c'est qu'on doit élargir ce spectre de la réussite. Voilà, juste les secteurs d'activité qui attirent nos jeunes aujourd'hui, c'est banque et assurance, les métiers de l'ingénierie, et tu vois, la santé, c'était pas si mal. L'énergie, beaucoup moins, restauration, beaucoup moins, transport public, beaucoup moins. Pourquoi, si on a la santé qui est en 3e position sur les 6, on n'arrive pas à trouver ces jeunes dans le secteur de la santé? C'est intéressant. Puis même les métiers techniques qui ont des problèmes, hein. Des métiers, électriciens, etc. Alors, on trouve, je veux dire, c'est intéressant, vraiment. Moi, je suis dans plusieurs réseaux professionnels, d'entrepreneurs, etc. Les entrepreneurs de ma génération, qui ont la trentaine, ils trouvent des apprentis. Ils trouvent des apprentis parce qu'en fait, ils ont une autre manière d'approcher la chose. Ils ont peut-être une autre manière de communiquer, une autre manière de se positionner. Voilà, tu as aussi une culture de management, de comment tu vas accueillir, comme je disais tout à l'heure, comment tu vas accueillir ton apprenti, et c'est quoi le vibe de ton entreprise. Mais encore une fois, et ça coûte rien de tout d'un coup de dire, mais voilà, je trouve pas d'apprenti, je sais plus quoi faire. Bon, ok, ça coûte quoi de tout d'un coup payer, j'en sais rien, 300 balles de consulting, et puis de dire, quels sont les leviers, en fait? C'est quoi le diagnostic, tu vois? C'est comme si toi, il y avait un secteur qui arrivait vers toi, puis qui disait, mais je comprends pas, mon magazine, il est pas lu, j'arrive pas à renouveler ci, ou j'arrive pas... Parlons-en. Faites une étude et essayez des trucs. Et en fait, c'est ça, c'est recommencer à oser, puis à attaquer le marché peut-être par des angles différents. Let's go sur Snapchat, let's go sur TikTok. Mais justement, c'est ça que je te disais avant, c'est ça qui est intéressant, c'est que pas forcément. C'est que tout d'un coup, une bête annonce, on recherche un apprenti. Moi, j'ai mon pote, il fait ça. T'es jeune, t'es intéressé, t'as envie de travailler dans une équipe, t'as envie d'être dehors, t'as envie de faire du terrain, t'as envie d'apprendre un métier d'avenir. En fait, tu peux appuyer sur un tas de choses qui sont magnifiques. Et je le redis aujourd'hui, je pense que les métiers de la restauration, moi, je trouve incroyable. Même aujourd'hui, je pourrais aller retourner je pourrais retourner dans la restauration. D'ailleurs, je vais une reconversion à non, mais envisager. j'ai fait ma patente là. J'ai fait ma patente, donc j'ai mis un petit pied, mais dans un truc que j'ai envie de faire depuis que j'en sais rien, que j'ai 13-14 ans. Tu vois, moi, j'ai toujours été hyper intéressée par les nouvelles technologies. Puis là, avec l'IA, ça a été le feu vert pour lancer notre entreprise et me lancer dans autre chose. Et ça nourrit ma curiosité tous les jours. Et j'ai beaucoup de plaisir à aller vers quelque chose qui
était au début, à la sortie de mes études, là, on découvrait juste Internet, tu vois, vu que j'ai pas ton âge, et c'était déjà hyper enthousiasmant. Et je me dis aujourd'hui, avec l'IA, bah, let's go. C'est pas parce que j'ai fait des études de marché depuis 15-20 ans que je suis obligée de continuer à faire ça. Non, pas du tout, au contraire. Et je pense C'est que ça qui est hyper stimulant. ça ouvre... Toi, tu as accès justement à d'autres tendances et à d'autres datas. Et ça, je pense que c'est cool. Merci Lucien d'être venu discuter. Avec pendant un plaisir, moment on aurait avec pu moi. discuter encore un moment. Oui, Je visiblement. mais- reviendrai pour un autre podcast. Merci beaucoup en tout cas. Et puis bonne chance avec ce projet dual. J'ai hâte de voir ça. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. À bientôt.